Comment construire une séance vraiment efficace? Si tu fais tes séances au feeling, c'est complètement normal que tu plafonnes. Construire une séance, ça demande une certaine logique. Donc aujourd'hui, on va voir comment faire ça concrètement. Bien entendu, ce seront des grandes lignes. Il y a une grosse histoire de personnalisation dans ce sport. Donc là, je vais vraiment donner des bases pour les débutants, les intermédiaires. Mais évidemment, c'est à vous d'individualiser les choses. Il y a une grosse question de contexte, une question de priorisation en fonction des objectifs. Pour commencer, la base de tout, c'est de choisir les bons exercices pour vous. Pas les bons exercices extraits de la dernière vidéo Instagram ou du dernier TikTok, c'est-à-dire les 3 meilleurs exercices pour exploser vos pecs. Ça, ce sont les pires biais parce que ce sont les exercices d'une personne précise qui ont fonctionné pour elle, mais qui ne fonctionneront pas forcément pour vous. Ça, c'est le jeu des réseaux. Sur les réseaux, on vous vend du rêve, on vous vend de la facilité, on ne vous vend pas des résultats. Il faut trouver les mouvements qui vous conviennent anatomiquement parlant. Ça ne sert à rien de s'évertuer dans une direction qui ne vous correspond pas. L'exemple classique, c'est la fameuse trinité de la musculation à l'ancienne. Le coucher, le terre, le squat. Comme quoi, c'est la base de tout pour se construire un gros physique. Non, pas du tout. C'est la base, oui, si ces mouvements vous correspondent. Mais si ce n'est pas le cas, vous allez plus vous obstiner à une direction qui est plus délétère pour vous qu'autre chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? L'exemple classique, le squat. En fonction de votre anatomie, c'est peut-être un mouvement qui ne vous correspond pas du tout. Quand vous le faites, vous penchez énormément le dos, vous prenez tout dans les fessiers et donc vous ne construisez pas de quadriceps. De plus, le fait de trop vous pencher met beaucoup de pression sur votre colonne et vous accumulez plus de douleur qu'autre chose. Donc à partir de là, ce n'est clairement pas un mouvement pour vous. Dans ce cas-là, peut-être vous dirigez plus vers de la presse à cuisse, plus vers du hack squat, ou si vous voulez vraiment cette mécanique de mouvement du belt squat, où vous n'aurez pas la pression que vous met la barre sur le dos, il y a toujours un moyen de s'adapter en fonction de votre corps. Donc là, c'est à vous de faire un travail d'analyse de votre physique et de voir quel mouvement correspondrait mieux à votre physique en fonction de ça. Un autre point important pour bien choisir ces exercices, ce serait d'éviter les doublons qui créent du volume inutile. Qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, sur une séance dos, le dos est une zone à angle. Si on enchaîne par exemple 2 exercices de tirage verticaux, c'est peut-être pas forcément pertinent. Après, on peut voir mettre l'accent sur le grand dorsal, mais pareil, il y a des nuances à apporter, des façons de faire. Alors que ce qu'on peut voir parfois, c'est quelqu'un qui va faire du tirage vertical prise large devant et qui ensuite va le faire derrière la nuque. Déjà, un des pires exercices au niveau des articulations, mais ça, c'est un autre débat. Mais donc, là, on est sur du doublon, c'est du volume inutile. Il aurait peut-être été préférable, pour mettre l'accent sur une autre zone du grand dorsal, après avoir fait par exemple le tirage vertical prise large, peut-être de faire de l'unilatéral sur une machine en prise neutre, en allant chercher un petit plus de contraction sur le bas. Pareil, parfois on va faire du rowing à la barre buste penché, et derrière on va faire de la rowing machine en prise pronation, donc on est quasiment sur du doublon également. Donc tout ça, c'est pas forcément pertinent. Ce serait plus intéressant de varier les angles, de varier les prises pour optimiser votre recrutement musculaire. Bien choisir ces exercices, c'est avant tout une histoire de personnalisation. Faut fuir tout ce qui est dogmatique sur les réseaux. C'est par l'expérimentation que vous trouvez ce qui vous correspond. Maintenant, attention à cet autre biais, c'est que souvent, je vois des gens qui essaient un exercice une fois ou deux, qui donc n'ont pas de maîtrise technique sur cet exercice, et vu qu'ils n'arrivent pas à le ressentir ou qu'ils ne progressent pas, ils se disent ce mouvement n'est pas fait pour moi. Or, le mouvement de base est mal exécuté. Donc vous voyez l'importance de l'apprentissage, de bien apprendre à exécuter les mouvements. Et si malgré toute votre persévérance, vous voyez que ce mouvement effectivement ne vous correspond pas et vous procure plus de douleur qu'autre chose au fil de votre progression, là, oui, ce mouvement n'est pas fait pour vous. Et là, il serait plus intéressant de passer à un autre exercice. Maintenant, on va parler d'ordre logique des exercices et de priorité. Je vais évoquer des grandes lignes parce que c'est avant tout une histoire de personnalisation et d'adaptation en fonction du niveau de la personne et de ses objectifs. Et là, on va rester dans le cadre de quelqu'un qui débute, qui a un objectif générique. On n'est pas dans de la spécialisation par rapport à un point faible ou ce genre de choses, parce que là, justement, l'ordre va changer. Donc, pour rester dans le plus basique des basiques, on va mettre en début de séance ce qui demande le plus de fraîcheur nerveuse et technique. Qu'est-ce que j'entends par là? Les exercices polyarticulaires. Vous commencez votre séance, vous allez d'abord mettre ce qui demande le plus d'exigence au niveau force, au niveau technique, énergie, concentration. Puisqu'évidemment, au fur et à mesure de votre séance, votre réserve énergétique va diminuer, donc vous aurez moins d'énergie disponible pour vous concentrer sur l'exercice. Ainsi, si vous avez un squat à faire, vaut mieux le mettre en début de séance, pareil pour un développé couché, pareil pour un soulevé de terre, pour tous les gros exercices polyarticulaires, on commence la séance avec cet exercice. Maintenant,
Ce n'est pas une règle absolue. En fonction de votre objectif, en fonction de vos points faibles, par exemple, si vous avez du mal à ressentir le grand dorsal sur un exercice de tirage, vous pouvez parfaitement commencer par du pull-over à la poulie haute. Du mal à ressentir vos pecs sur un développé couché, vous pouvez parfaitement commencer par un écarté à la poulie ou un écarté au pec deck. Les choses sont à nuancer en fonction de l'objectif. Ensuite, vous allez mettre les exercices secondaires. Qu'est-ce que j'entends par secondaire? Peut-être un peu moins exigeant techniquement. Sur une séance de pec avec du développé couché au début, c'est plus exigeant parce que vous avez l'instabilité à gérer, l'équilibre, tous ces paramètres. Derrière, vous pouvez mettre des exercices aux machines où là, justement, votre stabilité sera assurée par la machine, ça sera moins exigeant. Mais on sera quand même sur du polyarticulaire si vous êtes sur des exercices de presse. Et à la fin, exercice d'isolation, là, ça sera plus les écartés. Après, au niveau des nuances, au-delà de celles que j'évoquais tout à l'heure, il y a également en fonction de votre répartition sur la semaine. Mettons que vous fassiez, par exemple, un push-pull-leg. On peut conserver cette logique si vous n'avez pas de déséquilibre. Maintenant, si vous voulez mettre l'accent plus sur les épaules, par exemple, sur la séance push, vous allez commencer par les épaules. Et donc, les gros exercices de pec seront derrière. C'est pas grave, la priorité, c'est les épaules. De même, si c'est le faisceau latéral que vous voulez développer, vous allez d'abord mettre des élévations avant de les développer. Donc, ça contredit ce que je viens de dire, mais vous voyez l'importance de la nuance et de la personnalisation. Pour moi, c'est de la malhonnêteté intellectuelle d'arriver et de vous dire, vous voulez atteindre tel objectif, faites ça. C'est pas possible. Nous sommes tous différents, nous réagissons tous différemment. Ce n'est qu'une histoire de personnalisation. Je ne fais que répéter ce mot-là, mais c'est la base de tout, c'est fondamental dans ce sport. Et c'est pour cela, au final, que la majorité d'entre vous, sans doute, stagne parce que vous appliquez des conseils qui ne sont pas adaptés à votre profil. Et d'ailleurs, en continuant sur cette idée, on a parlé du choix des exercices, de la disposition des exercices. Maintenant, le nombre de répétitions. Source inépuisable de conflits, de guéguerres sur les réseaux entre influenceurs, de guéguerres dans les commentaires entre tous les moutons de chaque influenceur et surtout entre des gens, encore une fois, qui font de leur cas une vérité générale. En parlant de conflits, il y a également ce côté, à l'heure actuelle, science versus terrain, alors que en toute logique, on devrait allier les deux justement pour avancer. Mais dans notre époque, on n'est pas dans une logique d'amélioration, d'évolution. On est dans une logique de conflit et de clash constant parce qu'il n'y a que ça qui amuse les gens manifestement. Et donc, si on essaie de dégrossir tout ça et de dégager une tendance du nombre de répétitions pertinents, on peut voir au final, que ce soit du côté de la science ou du terrain, que entre 6 et 30 répétitions, on arrive à construire du muscle. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que la constante au milieu de toutes ces répétitions, c'est la proximité de l'échec. Alors, on en reparlera aussi, mais rester figé sur un nombre de répétitions parce qu'il y a une étude qui a dit que, parce qu'en BPGEPS, on vous a appris que, tout ça, c'est du vent. Il n'y a pas de chiffre magique, il n'y a pas un chiffre absolu qui fait que vous déclencherez une hypertrophie divine qui fait que vous atteindrez enfin votre objectif. Maintenant, il y a de grandes lignes qui se dégagent. Il y a une tendance entre le 8 et le 12. En fait, il y a une question de personnalisation, d'adaptation, de choix en fonction des exercices aussi. Par exemple, sur un exercice polyarticulaire, on va être plus à l'aise de rester entre 6 et 12 répétitions. Par exemple, faire du 20 répétitions au squat, ça peut se faire. Je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais au niveau cardio, c'est compliqué, c'est exigeant de conserver la même rigueur technique du début à la fin. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Il y a des gens qui réagissent mieux aux séries longues sur les cuisses. Maintenant, d'une manière générale, les gens préfèrent rester, on va dire, entre 6 et 12 sur des exercices polyarticulaires. Après, quand on est plus stable sur certaines machines, peut-être entre 10 et 15, et sur des exercices d'isolation, pourquoi pas faire du 15-20. Vous pouvez articuler votre séance comme ça. Il y a des muscles aussi qui sont plus réceptifs aux séries longues, notamment les épaules, l'arrière d'épaule. Zone très difficile à cibler. Faire des séries entre 20 à 30 sur de l'arrière d'épaule, c'est très pertinent. Si vous faites du 6-10 sur de l'arrière d'épaule, vous allez tout recruter sauf l'arrière d'épaule. Et il y a une histoire aussi de profil. Il y a des gens qui réagissent mieux aux séries longues, aux séries intermédiaires, aux séries courtes. Ça dépend. C'est pour ça. Dans les biais les plus insupportables de ce sport, il y a cet argument, je ne comprends pas, qu'il existe encore et qu'il y a des gens doués d'une faculté de réflexion qui arrivent à le sortir. C'est ce fameux argument, oui mais Schwarzenegger faisait comme ça. Oui mais Coleman faisait comme ça. On parle de l'élite absolue génétique mondiale. Ces gens-là, quoi qu'ils fassent, ils réagissent. Et c'est ce qui lui aura correspondu. Mais rien ne dit qu'en plus, en appliquant une autre méthode, sans doute contraire à ce qu'il faisait, il n'aurait pas eu les mêmes résultats, voire de meilleurs.
Donc c'est un argument d'une absurdité crasse à sortir. Surtout pareil, si on veut continuer dans ce délire argumentaire complètement absurde, qu'on regarde les bodies à l'ancienne ou les bodies d'aujourd'hui, on voit que il y en a plein qui avaient des méthodes différentes. Il y en avait qui avaient du haut volume, du bas volume, des séries longues, des séries courtes, du push-pull leg, du upper-lower, du split. Il n'y avait aucune norme et il y avait plein de physiques énormes. À l'heure actuelle, pareil. Sur les méthodologies d'entraînement, les façons de faire, il y en a qui s'entraînent lentement, il y en a qui sont en explosif. Ils sont tous énormes. Donc qui a raison, qui a tort, on s'en fiche, c'est un débat stérile. Ce qui compte, c'est de trouver ce qui nous correspond, ce qui nous permet d'avancer. Ensuite, je voulais parler d'échec. Qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, c'est qu'on a tous un peu une définition de l'échec. Et là, pareil, on ne s'en sort pas. Trouver l'échec qui nous correspond, ça veut tout dire, ça veut rien dire également. Donc, encore une fois, je vous embrouille, mais que voulez-vous? Il n'y a pas de réponse claire à tout. Personnellement, ma vision de l'échec, c'est l'échec postural. C'est-à-dire, vous êtes sur un exercice, vous faites toutes vos répétitions avec le même tempo. Au bout d'un moment, ça ralentit. Vous pouvez continuer. C'est que vous vous approchez de l'échec. Donc, il ne faut pas s'arrêter avant ça. Et là, vous commencez un peu à dégrader la technique. Que veut dire ce un peu? Vous êtes sur un curl biceps, vous avancez un peu les coudes, il n'y a pas de souci. Par contre, vous commencez à pousser sur les jambes, à basculer le dos en arrière, vous tirez avec les trapèzes. Là, les biceps ne sont quasiment plus engagés. C'est pas nécessaire. Là, c'est de l'ego lifting. C'est s'arrêter avant cette dégradation totale qui est, selon moi, pertinente pour quantifier l'échec. Après, il y a une approche aussi longévité. C'est-à-dire que ces séries au-delà de l'échec où on dégrade complètement la technique vont mettre plus de pression sur vos tendons, sur vos articulations. Il y a un prix à payer. Donc, l'approche plus saine, selon moi, c'est de s'arrêter avant de dégrader complètement. C'est ça qu'on recherche comme forme d'échec. Est-ce qu'il faut rechercher l'échec sur chaque série? C'est un autre débat. Selon moi, non. On s'en rapproche de plus en plus. Peut-être que la première série sera à 2 répétitions de l'échec, la seconde à 1, la dernière à l'échec. Après, tout dépend de votre répartition aussi, des méthodes d'intensification. Il n'y a pas de règles, simplement, il ne faut pas brasser du vent et il ne faut pas massacrer la technique. C'est un juste milieu entre ces deux mondes qu'il faut trouver pour soi également. Certaines personnes vont mal réagir à l'échec nerveux, ils vont mettre énormément de temps à récupérer. D'autres peuvent se rapprocher plus facilement, gèrent mieux aussi un certain volume d'entraînement, donc personnalisation, adaptation. Une erreur classique et très contre-productive lorsque vous construisez vos séances, c'est de vouloir trop en faire. C'est-à-dire, on veut tout faire en même temps, on veut progresser de partout en même temps, et on se retrouve à avoir une séance interminable, mais que le corps n'encaisse pas. On ne progresse pas, on stagne. Ce n'est pas pour rien. C'est important de trouver les bons exercices pour vous, avec le bon volume qui vous correspond, et d'adapter en fonction de votre évolution aussi. Au début, ne vous prenez pas la tête dans la suroptimisation. C'est gros biais de notre époque. On a affaire à des ingénieurs et des techniciens, sauf qu'ils ne s'entraînent pas. Le point fondamental que j'évoque systématiquement, c'est le comment. Vaut mieux pas trop de choses, mais judicieusement choisies et bien faites, que plein d'exercices qui partent dans tous les sens, dans la suroptimisation, mais pas effectués, on ne s'entraîne pas, temps de repos interminable, pas d'intensité hors des séries. Pour donner des grandes lignes, mettons qu'on soit sur un split à l'ancienne. Je fais exprès, parce que maintenant, tout le monde est sur les upper-lower, les full body, les push-pull leg. Étant dans ce milieu depuis 25 ans, j'assiste à tous ces cycles de mode. Rien n'est nouveau. Le full body, le upper-lower, le push-pull leg, ça fait des décennies que ça existe. Ça fait des décennies que ça ressort régulièrement comme étant la nouvelle méthode absolue pour atteindre vos résultats. Et puis ça retombe dans l'oubli et ça ressort et ainsi de suite. C'est qu'une histoire de cycle. Donc on va rester sur un split à l'ancienne exprès pour être contrariant parce que j'adore ça. Prenons une séance d'eau. Si vous n'avez qu'une séance d'eau dans la semaine, vous allez peut-être mettre 3-4 exercices. Allez, soyons fous. Tout dépend. Mais vous allez mettre un exercice polyarticulaire, un rowing à la barre. Vous allez mettre un tirage vertical, prise neutre. Derrière, vous allez peut-être mettre un tirage unilatéral à la rowing machine. Et à la fin, un petit pullover à la poulie haute, à la corde, à la barre, en fonction de ce qui est mieux pour vous. Un débutant pur n'aura pas besoin de ce 4e exercice, ce serait peut-être trop. Vous augmentez en fonction de votre pratique, mais pas besoin de trop en faire. Vous voyez comment votre dos évolue. Ok, je manque d'épaisseur, on va mettre moins d'exercices de recrutement du grand dorsal, plus d'exercices sur épaisseur, plus de tirages horizontaux, avec les coudes ouverts. Pareil, point faible arrière d'épaule, va commencer votre séance par arrière d'épaule. Pourtant, c'est pas du polyarticulaire, mais c'est beaucoup plus pertinent. Maintenant, vous êtes sur un push-pull leg. Pareil, pas besoin de mettre 150 exercices. 2-3 exercices de pec, 2 d'épaule,
L'arrière d'épaule, on le fera avec le dos. 2 de triceps, c'est amplement suffisant, d'autant plus que vous faites 2 fois dans la semaine. C'est ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est la fréquence. Quand vous êtes dans un split, là, vous aurez plus d'exercices au sein d'une même séance. Avec une répartition où vous faites ces muscles 2 fois dans la semaine, évidemment, vous aurez moins d'exercices. Au début, concentrez-vous sur des exercices simples et évertuez-vous à les maîtriser, à progresser dessus, à améliorer votre connexion avec votre muscle. À trop changer, à trop vous éparpiller, vous perdez du potentiel de maîtrise tout simplement. Comme dans tout, le multitâche, être partout à la fois, c'est ne rien faire vraiment. Pour en finir avec cette vidéo, si je devais aller faire quelque chose de vraiment synthétique, au début, restez sur la base, peu d'exercices, répétez, progressez, apprenez, mettez de la conscience sur ce que vous faites, et au fur et à mesure du temps, là, vous allez affiner les choses. Si je vais donner des directives comme ça, un débutant pur, par exemple, là, qui arrive, fais un full body, 2-3 fois dans la semaine. De toute façon, tu ne sais pas si tu vas réussir à tenir ta rigueur. Les mêmes exercices à chaque séance. Pourquoi? Répétition. Plusieurs fois par semaine, tu fais les mêmes exercices, donc tu apprends plus vite. Reste sur des exercices de base. Corrige ta technique. Si malgré tout, tu ressens certaines tensions, certaines douleurs, change peut-être les exercices. Mais apprends à bien faire les choses. Maintenant, ça fait quelques mois que tu es sur le full body, tu as progressé, tout va bien, tu es à l'aise, tu arrives à mettre 3 séances, voire 4. Allez, on attaque le upper-lower. Très bien. Pareil, plusieurs mois, peut-être même une année. Tant que tu progresses, pourquoi changer? Ça te correspond, tout va bien. Ton physique évolue, push-pull leg, pourquoi pas? Push-pull leg x2, push-pull leg upper-lower, il y a plein de répartitions. Pourquoi pas même un split directement? Tu veux te focus sur un point faible, mets plus de volume sur ce point faible et un volume plus basique sur le reste. Mais prends ton temps, vas-y, étape par étape et surtout, concentre-toi sur comment bien faire les exercices, comment bien faire les choses.